Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Sous le capot, le podcast dédié aux supporters et aux groupes de supporters. Pour ce premier épisode, nous avons eu l'honneur et la chance de recevoir Nicolas Ourcade, sociologue et spécialiste sur la question des supporters en France. Nous avons pu échanger avec lui pendant près d'une heure et c'est pourquoi nous avons décidé de diviser ce podcast en deux parties. Une première partie d'introduction sur la question des supporters et du mouvement ultra et une seconde partie plus large sur la politisation du football et des tribunes, de l'enjeu sécuritaire causé par le mouvement ultra et du rôle sociologique que peuvent jouer les ultras au sein de leur association et de leur ville. Voici donc la première partie de ce podcast, la partie d'introduction, qu'on vous laisse découvrir maintenant. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Sous le capot, le podcast dédié au groupe de supporters et au mouvement ultra. Tous les mois, nous tenterons de donner la parole à un acteur du supporterisme, qu'il soit sociologue, capot, membre d'un groupe de supporters ou simple fan de son équipe. Et pour cette première, j'ai souhaité vous proposer un premier épisode d'introduction, on va dire, sur la question du supporterisme en France. Et pour ça, j'ai donc fait appel au grand spécialiste de la question du supporterisme aujourd'hui en France, qui est Nicolas Ourcade. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Bonjour, ça va, un peu froid en ce moment, mais sinon ça Un peu va. froid, ça y est, ouais, l'hiver approche à grands pas. Tout à fait. Nicolas, vous êtes du coup sociologue à l'école centrale de Lyon. Oui. Vous publiez régulièrement des articles scientifiques sur le sujet des supporters de foot. Et parmi toutes ces publications, vous avez notamment publié le livre vert du supporterisme que vous aviez remis à l'époque en 2010 à Ramayad, qui était secrétaire d'État au sport. Sous le gouvernement Sarkozy. On reviendra un petit peu plus tard sur ce sujet du livre vert du supporterisme parce qu'il y a plein de préconisations très intéressantes dedans. Mais je voulais introduire ce premier podcast du coup avec une question un petit peu basique pour introduire notre sujet qui est qu'est-ce que le supporterisme et qu'appelle-t-on le mouvement ultra ? Ça fait déjà deux questions, donc je Ça vais fait deux commencer. questions Je vais en commencer une. par la première. Être supporter, on va dire que c'est être durablement attaché à une équipe, c'est-à-dire suivre ses performances régulièrement, souhaiter l'avoir gagnée. Et ensuite, il y a des manières très très différentes d'être supporter. Il y a des gens qui sont abonnés au stade, d'autres qui suivent leur équipe à distance parce qu'ils habitent pas la ville ou parce qu'ils vont pas au stade, mais qui sont extrêmement passionnés par ses résultats. Donc, le supporterisme fondamentalement, c'est l'attachement à une équipe, c'est le fait que l'individu va se définir par son statut de supporter du PSG, de l'OM, de Manchester United ou du FC Nantes, quoi. On oppose souvent le supporter aux spectateurs qui, eux, privilégieraient plutôt la qualité du spectacle. C'est-à-dire que c'est difficile de regarder un match de football sans avoir une préférence. L'ethnologue Christian Bromberger l'a bien dit, la partisanerie fait partie du spectacle du football, donc quand on regarde un match, même quand on le prend par hasard à la télé, on est souvent pour un camp. Mais les spectateurs, en général, ils préfèrent que le spectacle soit de bonne qualité. Ils peuvent avoir une préférence pour telle équipe, mais si elle perd, c'est pas dramatique. Le supporter, lui, il veut vraiment que son équipe gagne, et son appréciation du spectacle va être directement corrélée à la réussite de son équipe et à ses résultats. Bah justement, quand on parle de supporters, on fait souvent référence au mouvement ultra, d'où ma deuxième question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle le mouvement ultra ? Et si possible, éventuellement une recontextualisation dans l'histoire de quand est-ce que c'est apparu, etc. Ouais, le mouvement ultra, enfin le terme ultra, il apparaît à la fin des années 60 en Italie. Des groupes de jeunes supporters commencent à se rassembler dans les tribunes, à essayer d'animer le stade avec des chorégraphies, des chants réguliers. Certains des groupes de ces groupes prennent le nom d'ultra, les médias les appellent aussi ultra, et donc dès le début des années 70, ce mode d'animation des stades a ce label d'ultra. Et ensuite, ce style de supporterisme, il s'est répandu dans toute l'Europe, hein. Notamment à partir des années 80, en France à partir du milieu des années 80, dans d'autres pays comme l'Allemagne plutôt à partir de la fin des années 90, mais aujourd'hui, voilà, il est répandu sur tout le territoire européen et même dans le monde entier, puisqu'il y a des ultras au Maghreb, en Indonésie, des groupes de supporters du Brésil ou d'Argentine qui, même s'ils sont organisés un peu différemment, s'en inspirent. Donc c'est vraiment un mouvement international. Et si on se recentre sur la France, aujourd'hui, les groupes ultras, c'est les groupes de supporters les plus actifs,
les plus visibles et les plus impliqués dans le soutien à leur équipe. Alors la difficulté pour les définir, c'est que le terme est utilisé dans des sens différents par des acteurs différents. Il peut être aussi bien utilisé par des supporters qui eux-mêmes se définissent pour ultra, pour dire nous on est ultra, et ils avancent certaines caractéristiques, mais c'est aussi une étiquette qui est mise de l'extérieur par d'autres personnes sur certains supporters, et parfois d'une manière qui ne correspond pas exactement à celle que les acteurs eux-mêmes utilisent. Et donc, par exemple, ultra est utilisé de la même manière que hooligan par certains commentateurs, alors qu'il y a certains supporters qui se définissent ultra et qui considèrent qu'ils sont pas hooligans, et d'autres supporters qui se définissent comme hooligans et qui considèrent qu'ils sont pas ultra. Donc nous, ce qu'on fait en tant que sociologue, c'est que on essaye de partir des catégories utilisées par les supporters eux-mêmes, et on prend acte du fait que certains veulent être reconnus comme ultra, veulent être différents des hooligans, veulent être différents des autres supporters, et on essaye de comprendre les spécificités de ces supporters-là. Justement, vous faites une vraie différence entre le terme ultra et le terme hooligan. Moi, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet avant, mais vous disiez que ultra, c'était plus justement ce mouvement qui venait d'Italie, et les hooligans, plus ce mouvement en Angleterre, notamment dans les années 80. Alors, le modèle anglais, en fait, il y a deux modèles anglais de supporterisme. Le modèle qu'on appelle des COP, du nom d'une tribune du stade d'Anfield Road à Liverpool, qui consiste à rassembler tous les supporters les plus fervents dans une tribune et à lancer des chants de manière informelle à différents endroits de la tribune et avec une ferveur qui suit généralement le déroulement du match. Et dans fin des années 50, début des années 60, il y a des groupes de supporters plus radicaux qui se sont implantés dans ces COP, avec l'idée qu'ils étaient prêts à tout pour défendre leur équipe, et c'était un peu une guerre de territoire. Quand ils étaient à domicile, ils ne permettaient pas aux supporters adverses de parader autour du stade, ils les attaquaient régulièrement, et quand ils étaient à l'extérieur, l'enjeu c'était de montrer qu'ils étaient présents et de déranger le public local. Et ces supporters-là, violents de manière récurrente, ont petit à petit été appelés hooligans par les médias. Ils ont eux-mêmes repris ce terme, et du coup, ils se sont considérés comme des supporters hyperactifs jusqu'à la violence. Et la grosse difficulté de la catégorie hooligan, elle est encore plus compliquée que celle d'ultra, c'est qu'il y a des supporters qui eux-mêmes se définissent comme hooligans, avec une passion pour la violence et une pratique qui est centrée là-dessus, mais le terme hooligan est devenu un terme générique qui est utilisé pour désigner tous les débordements des supporters. Et donc ça crée parfois une ambiguïté, parce que nous, en tant que sociologues, on insiste bien, et je vais y revenir tout à l'heure, sur les différences entre ultra et hooligan, parce que c'est pas exactement les mêmes formes d'organisation et les mêmes rapports à la violence. Et d'autres vont dire, les ultras, ce sont des hooligans parce qu'ils sont violents. Et ce qu'on préfère dire, c'est que oui, les ultras sont violents, il y a une dimension violente dans le mouvement ultra, mais il y a différentes formes de supporterisme violent. Moi, j'appelle ça, il y a du supporterisme extrême. Parmi les supporters extrêmes, il y a des ultras et des hooligans. L'historien Sébastien Louis parle de ces supporterismes radical, enfin peu importe, mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a du supporterisme violent, et parmi ce supporterisme violent, il y a différents modèles. Il va y avoir les ultras, les hooligans, et puis si on part sur d'autres continents, les Barras Bravas par exemple en Argentine, ou certaines formes de groupes brésiliens. Ouais, on reviendra un petit peu plus tard sur justement la question de l'aspect sécuritaire dans les stades. Ce sera une thématique qu'on abordera un petit peu plus tard dans ce podcast. Moi, je voulais revenir aujourd'hui justement sur les groupes de supporters en eux-mêmes. Depuis les années 60, il y a eu une évolution, il y a eu une professionnalisation notamment des clubs qui a fait que le rôle des groupes de supporters a énormément évolué au sein même des clubs. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un rôle très important, que ce soit dans la gestion de la billetterie, dans l'animation du club au jour le jour. Aujourd'hui, ils ont un rôle qui est beaucoup plus détaché. Est-ce qu'on peut identifier un petit peu quel est le rôle des groupes de supporters dans le fonctionnement des clubs aujourd'hui ? Oui, tout à fait, c'est un enjeu important, c'est une excellente question. Je vais me permettre de faire un petit détour avant, puisqu'il y avait une question tout à l'heure à laquelle j'ai pas complètement répondu, de savoir ce que c'est qu'un ultra, et je pense que ça peut aider pour comprendre. En fait, donc les ultras sont des supporters qui revendiquent ce qualificatif, qui se différencient d'autres supporters et des hooligans, et qui du coup ont un certain nombre de caractéristiques communes. La première, c'est de s'impliquer très fortement dans le soutien à l'équipe au stade, ce qui va les différencier d'associations de supporters qui cherchent avant tout à rassembler les fans d'une équipe sans se préoccuper de l'ambiance au stade. Et ces ultras, ils soutiennent leur équipe d'une manière
organisée et spectaculaire. Organisé parce qu'il y a des meneurs qui lancent les chants, qui coordonnent les mouvements d'ensemble, sauter sur place, taper des mains, et spectaculaire aussi parce qu'ils organisent des chorégraphies qu'ils appellent à l'italienne tifo, à l'entrée des joueurs sur le terrain, qui colorent les tribunes, parfois le stade entier, et qui donnent des images qui sont appréciées par l'ensemble des amateurs de football. Et donc ce soutien extrême des ultras, comme leur nom l'indique, il se caractérise par le fait qu'ils sont présents systématiquement à domicile comme à l'extérieur. Ils soutiennent leur équipe en permanence. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'au-delà du stade, ils s'impliquent au quotidien dans la vie du club et du football, mais d'une manière très particulière, en prétendant être autonomes, donc avoir leur propre point de vue, et défendre les intérêts et les droits des supporters. Et du coup, ça va les différencier très fortement d'autres associations de supporters qui, elles, cherchent avant tout à avoir des bonnes relations avec le club et sont pas dans cette approche conflictuelle. Les ultras, ils sont revendicatifs, ils se positionnent quelque part comme une sorte de syndicat des supporters, et il leur arrive d'être en conflit avec les joueurs en cas de mauvaise performance, avec les dirigeants s'ils sont pas d'accord avec la politique du club, ou avec les autorités sportives nationales ou internationales. On l'a vu par exemple sur le projet de Super League auquel de nombreux groupes ultras se sont opposés. Donc là, on a une posture qui est très spécifique aux ultras et très différente des autres associations de supporters. La troisième caractéristique des ultras, c'est qu'ils conçoivent le foot comme un combat qu'il faut gagner. Gagner sur le terrain et gagner dans les tribunes. Et donc, ils refusent très clairement la morale du fair play. Et ils acceptent le recours à la violence verbale. Il y a beaucoup d'insultes pour déstabiliser l'adversaire et pour le dénigrer, mais aussi à la violence physique. Parce qu'on est dans un combat avec les supporters adverses, ça va passer par faire de plus belles chorégraphies, chanter plus fort, se déplacer en étant plus nombreux, mais à un moment, pour trancher des différends, ça peut passer par la violence physique. Et on a du coup un rapport à la violence qui est très particulier et très ambigu chez les ultras. Nous, en tant que sociologues, par rapport aux hooligans, la difficulté, c'est qu'ils acceptent de nous parler. Mais une fois qu'un hooligan accepte de te parler, il assume totalement son penchant pour la violence et le fait que c'est sa priorité. Alors que les ultras, ils sont extrêmement ambigus par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un côté, ça fait partie complètement de leur répertoire d'action. Ils peuvent à certains moments se battre avec d'autres groupes pour montrer qu'ils sont les plus forts, mais il faut pas que ce soit trop fréquent parce que sinon ça les discrédite comme supporters. Et au final, c'est très très peu d'ultras qui s'engagent dans la violence. Quand vous avez chez certains groupes marseillais 5000 personnes qui sont adhérentes, s'il y en a 200, 300 qui passent à la violence physique pendant toute leur carrière de supporter, c'est peut-être même un maximum. Donc voilà, chez les ultras, la violence, elle fait partie de leur environnement, mais elle est relativement rare et tout le monde ne s'y engage pas. Et dernière caractéristique des ultras, qui est la conséquence des précédentes, c'est qu'ils sont structurés sous forme d'associations. Association loi 1901 en général, où ils fonctionnent de fait comme ça, ce qui est très différent des bandes de hooligans qui, elles, sont complètement informelles. Et donc, chez les ultras, vous avez toute une structure, des porte-paroles qui s'expriment dans les médias, qui discutent avec le club, qui discutent avec la police pour organiser le déplacement, et une répartition des tâches, ceux qui organisent les tifos, ceux qui animent la tribune, ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux ou sur le fanzine, ceux qui préparent les actions caritatives, etc. Donc, voilà, si je synthétise, les 4 grandes caractéristiques, c'est un soutien inconditionnel à l'équipe de manière organisée et spectaculaire, une position de supporter un peu comme syndicaliste, un rapport à la violence qui est à la fois accepté mais un peu ambigu, et une forme associative. Donc c'est ça ce qu'on peut caractériser nous comme groupe ultra. Merci beaucoup pour cette précision qui était très pertinente. Justement, sur ce quatrième point là que vous venez d'évoquer, et je reviens du coup à ma question précédente, ils sont organisés sous forme d'association. Quels sont du coup le rôle de ces associations dans les fonctionnements des clubs ? Est-ce qu'ils ont, alors ça dépend évidemment de chacun des clubs, mais est-ce que certaines associations ont des pouvoirs de décision au sein même de ces clubs-là ? Et voilà, quel est le rôle en fait dans le fonctionnement des clubs ? Ouais, je vais répondre à cette question en reprenant celle que vous m'aviez posée tout à l'heure, et malheureusement j'ai fait un petit détour donc je me suis écarté. Non, mais c'était très bien, c'était très nécessaire. La perspective historique est intéressante, c'est-à-dire que à partir des années 1910-1920, il commence à y avoir des associations de supporters, mais leur objectif c'est avant tout de rassembler les supporters, de créer des relations de sociabilité entre eux, des activités communes, et des relations de sociabilité aussi avec les joueurs et dirigeants, avec l'idée que on est dans une politique de proximité par rapport au club et on cherche à l'aider au quotidien. C'est un peu ce format-là d'association de supporters qui prévaut jusqu'au début des années 70, avec une ambiance qui est très directement liée aux événements du match et qui est surtout marquée sur les grands événements, les gros matchs de Coupe de France, les matchs à enjeu.
voilà, sinon l'ambiance est pas aussi intense qu'on la connaît aujourd'hui. Dans les années 70, il y a un premier changement majeur, c'est-à-dire que les stades se colorent. Si vous regardez les photos des stades dans les années 50-60, les supporters sont habillés en dimanche. Bon, les photos sont en noir et blanc souvent, mais les supporters sont souvent eux-mêmes en noir et blanc, alors qu'à partir des années 70, ils commencent à s'habiller de plus en plus aux couleurs du club, ils commencent à se rassembler un peu à l'anglaise dans une tribune pour les supporters les plus fervents, et à chanter de manière plus régulière. Et il y a quelques épopées européennes qui ont bien mis ça en évidence. C'est l'épopée des Verts de Saint-Étienne qui est la plus connue, mais aussi l'épopée bastiaise des Bleus de Bastia, des Turquini, comme ils disent en Corse, et je massacre le terme malheureusement, ou des sangs et or de Lens. Et là, on a un public extrêmement coloré. C'est pour ça que ma collègue historienne Marion Fontaine dit les stades se colorent dans les années 70. Mais on a encore une proximité assez forte entre supporters et dirigeants. Et à partir des années 80, ben, finalement, la transformation du football va aller vers de plus en plus de professionnalisation et vers une transformation radicale dans les années 90. Les années 90, pour les plus jeunes auditeurs, elles sont marquées par plusieurs phénomènes qui ont transformé complètement le football. D'abord, l'arrêt Bosman, qui est un arrêt de la Cour européenne, qui fait que dans l'espace européen, on peut plus avoir de restrictions sur les joueurs étrangers. Jusque-là, on a un nombre limite de joueurs étrangers dans un club. À partir de là, le FC Barcelone peut avoir tous les meilleurs joueurs européens, même s'il n'y a aucun espagnol. Donc ça change considérablement la compétition entre clubs. Au même moment, à peu près, les deux compétitions phares du football actuel sont créées. La Première Ligue en Angleterre, qui jusque-là était réservée aux Anglais, anglo-anglaises, où ça jouait en kick and rush avec que des Anglais. Et puis petit à petit, ça devient le championnat international. Et effectivement, comme vous le dites, la Ligue des Champions, qui apparaît en 92 et qui se développe de plus en plus. Et le troisième grand phénomène, c'est l'essor des télévisions à péage. Le fait que Canal+ d'abord, puis en plein d'autres chaînes cherchent à payer pour avoir du football, et elles sont prêtes à payer très cher. Du coup, ça crée une économie encore plus florissante autour du football, et ça s'est concrétisé par l'arrivée d'investisseurs du monde entier dans le football, d'abord en Angleterre puis dans le football européen, et la création de plein de nouveaux stades qui sont conçus comme des centres de profit. C'est-à-dire que le stade, c'est un lieu de consommation le jour du match, mais aussi en dehors des matchs, avec un méga store qui vend les produits dérivés du club et qui permet à l'investisseur d'avoir un investissement qui est finalement rentable. Et donc, cette transformation du football, ça fait que l'écart entre supporters et joueurs devient abyssal. C'est-à-dire que les montants des joueurs, même des joueurs moyens, leurs salaires sont sans commune mesure avec ceux des supporters. Et pour plein de questions de sécurité, il y a des distances qui se créent. Et même les dirigeants deviennent des dirigeants finalement salariés qui peuvent changer. C'est plus le dirigeant des années 70-80, bénévole, attaché à son club. Et moi, j'avais eu la chance d'enquêter sur les supporters du Stade Rennais en 96-97, donc avant que Pinault arrive, et de revenir quelques années après. Et de voir un changement radical qui était vécu d'une manière un peu mitigée par ces supporters. Et là, je parle pas d'ultra, je parle d'associations traditionnelles, à les Rennes ou les Socios, pour ne pas les nommer. À les Rennes notamment, qui est une association traditionnelle, ils avaient leur local dans l'enceinte du stade. Donc on pouvait aller le jour du match, boire dans le local, et il y avait une porte qui ouvrait vers les tribunes. J'ai passé des après-midi dans ce local, j'ai jamais vu d'abus où ils faisaient rentrer discrètement des supporters. Au contraire, on sortait du local, on rentrait dans le stade après. Ils fournissaient des bénévoles pour les buvettes, pour les contrôles d'accès au stade. Ils étaient fiers d'être dans le club. Et puis Pinault est arrivé avec une autre ambition pour le Stade Rennais, ce qui d'un côté plaisait à ses supporters puisque leur équipe était plus compétitive. Bon, ça a mis du temps, mais elle est aujourd'hui très compétitive. Mais quelques années plus tard, ils avaient plus leur local dans l'enceinte du stade. À la place, il y avait un restaurant dernier cri pour attirer le public d'affaires. Et eux, ces supporters-là, se retrouvaient dans un Algeco relégué à quelques dizaines de mètres du stade. Et ils constataient que aujourd'hui, on n'avait plus besoin d'eux. Avant, ils faisaient des collectes pour apporter, je sais pas moi, des ballons, des maillots à l'équipe réserve. Le club en avait plus besoin, il avait suffisamment d'argent. Le club avait plus besoin de bénévoles pour tenir les entrées ou les buvettes. Il faisait appel à des prestataires. Ils se retrouvaient un peu relégués. Et donc, la grande histoire des supporters et du football sur cette période-là, c'est que petit à petit, la professionnalisation du football fait que tout le monde est payé dans un stade. Les joueurs évidemment, les entraîneurs, les arbitres,
mais aussi tous ceux qui encadrent ce spectacle, donc les stadiers à l'entrée du stade, ceux qui contrôlent les billets, ceux qui vendent le matériel du club, ceux des buvettes, enfin tout le monde, sauf finalement les supporters. Et ce qu'il leur reste, c'est la possibilité d'animer les gradins, et quelque part le génie, entre guillemets, du mouvement ultra, c'est d'avoir compris au moment où ce basculement se faisait que le seul endroit où les supporters pouvaient véritablement jouer un rôle aujourd'hui, c'était les tribunes. Et en devenant le 12e homme, ils ont créé une sorte de levier qui est illustré par la situation du PSG dans les années 2010. Dans les années 2010, le PSG, confronté à des problèmes de violence et de racisme, a dit on enlève les groupes de supporters, on n'en veut plus parce que ça crée des problèmes. Mais au bout d'un moment, ils se sont aperçus que sans groupe de supporters, il n'y avait plus d'ambiance. Et donc finalement, en jouant ce rôle de 12e homme, en rendant ce rôle de 12e homme indispensable, les ultras sont devenus un acteur du monde du football. L'un des exemples, c'est qu'au bout d'un moment, le PSG a dit non mais il va falloir qu'on fasse autrement, il faut que les ultras reviennent au stade, on va faire en sorte de préserver la sécurité pour qu'il n'y ait pas de violence et de racisme comme avant, mais il faut absolument que les ultras reviennent. Et donc cette mise en perspective historique, elle montre comment on est passé d'un lien des supporters avec le club qui était un lien de proximité, à finalement une relation qui est une relation conflictuelle, pas forcément toujours au sens péjoratif du terme, mais au fait que les supporters, se sont positionnés comme un acteur à part entière du club, qui parfois fait entendre son point de vue et qui peut être en désaccord à certains moments avec la direction du club. C'est très intéressant, et cette question de 12e homme, elle est très intéressante aussi parce que elle est un peu paradoxale. Aujourd'hui, par exemple, on sait que les revenus de billetterie dans les budgets des clubs sont de plus en plus faibles parce que les parts de droits télé et du sponsoring sont beaucoup plus importantes. Mais pourtant, on a vu pendant la pandémie que l'absence des supporters était beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, notamment sur la qualité du spectacle et sur l'émotion, etc. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer, et en plus, on sort un petit peu du spectre sociologique que vous connaissez bien, mais est-ce qu'on sous-estime pas aussi un petit peu la valeur économique des groupes de supporters en les réduisant justement soit à ce rôle de 12e homme? On dit souvent la phrase « les joueurs jouent, les dirigeants dirigent et les supporters supportent ». Est-ce que justement, c'est pas une phrase qui minimise un petit peu le rôle des supporters? Est-ce qu'il crée pas aussi de la valeur autre part? Déjà sur la première question sur le rôle économique des supporters, la pandémie a bien montré que finalement les recettes billetterie, elles étaient essentielles. Et évidemment, les clubs français ont été très lourdement pénalisés par le fiasco Mediapro, mais pour beaucoup de clubs, les recettes billetterie, c'est encore important. C'est moins important que pour des clubs d'autres sports comme au rugby par exemple, mais c'est extrêmement important. Et ce qui est apparu aussi lors de cette crise sanitaire, c'est que le public faisait désormais partie du spectacle et que un match sans public, c'est ennuyeux pour tout le monde. Non seulement pour les joueurs qui demandent de l'ambiance, pour les dirigeants qui ont le sentiment que finalement leur club c'est aussi le stade, c'est aussi un lieu où on peut rassembler les différentes composantes d'une ville, et même pour les télévisions qui montraient que le spectacle, était moins intéressant sans public. Et la preuve qu'il était moins intéressant, c'est qu'artificiellement les télévisions mettaient de l'ambiance pour faire croire qu'il y avait du public et pour que le produit se déprécie pas. Et quelque chose qui est très marquant aussi, c'est que les gens vont au stade pour voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi pour l'ambiance des tribunes. Soit parce qu'ils veulent y participer, soit parce qu'ils apprécient l'ambiance qu'ils voient. On sait très bien que une partie des gens vont au stade parce qu'il y a de l'ambiance, parce qu'il y a des tifos, et c'est aussi ça qui manquait au Parc des Princes pendant quelques années. Finalement, les gens vont au stade Vélodrome pour voir l'OM, mais aussi pour profiter de l'ambiance. Aujourd'hui, quel est le meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne ? C'est quand même son 12e homme. Et le Racing Club de Lens, ça a été longtemps son 12e homme, avant que, depuis quelques mois, il obtienne des résultats remarquables. Donc finalement, on allait à Bollaert ou on allait à Geoffroy Guichard, et c'est valable pour plein d'autres stades, avant tout pour le public. Donc le public en lui-même est un acteur central du spectacle et aussi un acteur économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur la phrase classique les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, les supporters supportent, elle illustre bien le paternalisme du monde traditionnel du football. C'est-à-dire que chacun a sa place, et les supporters, ils doivent animer les tribunes, mais pas plus. Et ils doivent pas donner leur avis sur comment se passe le spectacle, c'est les dirigeants qui dirigent. Et à ça, les supporters rétorquent depuis le début du XXIe siècle, les joueurs et les dirigeants y passent. C'est des salariés qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois très peu longtemps,
mais les supporters, ils restent, ils sont attachés au club. Et finalement, d'abord les ultras, puis de nombreux supporters se sont positionnés comme les garants de l'identité et de l'histoire de leur club. Et on l'a vu dans les conflits qui ont opposé supporters et dirigeants à Marseille, À à Bordeaux. Bordeaux, qui opposent encore supporters et dirigeants à Nantes ou Saint-Étienne, que au départ les groupes ultras ont occupé ce créneau en disant nous on est les garants de l'histoire du club, mais que beaucoup d'autres supporters se sont ralliés à ça. À Nantes, l'opposition à Valdemarquita, c'est pas uniquement une opposition des ultras contre Valdemarquita, c'est une opposition de nombreuses associations de supporters qui disent ce président-là, il correspond pas à l'image qu'on a du football club de Nantes, à la tradition du jeu à la nantaise, à la tradition de la formation, à la tradition de la proximité avec l'écosystème local, et donc finalement, on se reconnaît pas dans ce club-là. Et aujourd'hui, l'un des grands enjeux du football qui a été illustré par la Super League, par le conflit de la Super League, c'est finalement à qui appartient le foot. Est-ce que le foot appartient à ceux qui mettent l'argent, ou à ceux, qui mettent l'argent parce qu'ils financent les clubs, ou à ceux qui mettent l'argent parce qu'ils achètent des billets de match ou qu'ils achètent des abonnements de télé et qui font vivre ce spectacle parce qu'ils sont spectateurs. Et le moment de la crise tragico-comique de la Super League était super intéressant parce que tout le monde disait qu'il défendait les supporters. Ceux qui étaient pour disaient les supporters demandent des matchs de plus grande qualité, et ceux qui étaient contre disaient non, les supporters demandent de la tradition, de l'histoire. Et finalement, on parlait pas des mêmes supporters. Les supporters les plus attachés au club, les abonnés, ceux qui suivent régulièrement leur équipe, ils disaient là, oula, attention, on n'est pas trop favorable à ça, ni à la Coupe du Monde tous les 2 ans. Et ce que disait le président de la Juventus de Turin ou celui du Real Madrid, c'est finalement aujourd'hui le football a un public mondial. Et finalement, en Asie ou en Amérique du Sud, ce qu'ils veulent voir, c'est Bayern de Munich contre le Real Madrid, et Bayern de Munich Hambourg, bon, malheureusement Hambourg est en Bundesliga 2, donc c'est un autre problème, mais Bayern de Munich contre Mönchengladbach, aujourd'hui, ça leur parle plus. Et donc, voilà, le football aujourd'hui est clivé entre ces deux publics, le public du stade, le public attaché viscéralement à son club, et le public télé, qui a parfois des attentes qui sont pas forcément exactement les mêmes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Sous le capot. Pour rappel, la deuxième partie de notre entretien avec Nicolas Ourcade est à trouver le lundi 22 novembre prochain, donc lundi prochain, dans lequel on évoquera notamment la question de la politisation du football et des tribunes, de l'enjeu sécuritaire lié à la question du mouvement ultra et du rôle sociologique que peuvent jouer les ultras dans leur association ou dans leur ville. En attendant, si vous souhaitez parfaire votre culture foot, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de 11e art, donc 11art.eu, pour découvrir nos nouveaux formats. On en a notamment sorti un podcast dernièrement qui s'appelle Avec des scies sur les uchronies du football. Et puis il y a évidemment le podcast de la table ronde sur la question de la culture foot en France avec Thibaut Leplat et Brio Ferro, et les 3 épisodes de Poteau Carré dédiés à Frank Hayes, l'Ajax Amsterdam et la Real Sociedad. Nous, on se retrouve lundi avec la deuxième partie de cet épisode. Profitez bien et sortez couverts.